j'écouterai cette musique à longueur de journée. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 149e webinaire Second Souffle. Nous accueillons un nouvel intervenant aujourd'hui, Maître Martin Lacour, Monsieur Martin Lacour. Bonjour Martin, comment vas-tu ? Bonjour William, bonjour à tous, merci beaucoup de ton invitation. Je vais très bien et toi ? Ah ben moi ça va, super. Écoute, c'est le printemps depuis la semaine dernière et en plus ce week-end c'est le week-end de Pâques et j'avais envie de vous faire un petit cadeau parce que les petites douceurs c'est pour tout le monde. Donc voici quelques œufs de Pâques. Oh là, il y en a même beaucoup de trop. Allez. Voilà. Et ah ben ça revient. C'est bon le chocolat. Achetez allez, voilà. Voilà. Achetez du bon chocolat surtout hein, chez un artisan. Hein, pour faire marcher le commerce local, n'allez pas donner de l'argent à Nestlé ou à Ferrero ou des trucs comme ça. Pour manger du bon et faites marcher le marché local. Voilà. On commence comme d'habitude par, je vous présente comme d'habitude la mission de Second Souffle. Donc la mission première de Second Souffle, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté et principalement des TPE hein, et micro-entreprises qui représentent 95% des entreprises en France. Et dans ces 95%, il y a des artisans chocolatiers. Notre accompagnement avec un père entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Avec 13 ans, presque 14 ans de recul, notre méthode pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel. Et puis, notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Nous sommes présents dans 47 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. À propos, c'est pas ça que je voulais faire. À propos, voilà, d'outre-mer, on recherche toujours des bénévoles aux Antilles, hein, Guadeloupe, Martinique. Si il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens avec nous aujourd'hui, je suppose que oui, comme chaque semaine. Donc faites un petit tour, répondez aux mails que vous recevez chaque semaine pour dire qu'il y a un webinaire. Vous répondez, c'est moi qui le reçois. Et dites-moi si vous connaissez des gens qui seraient capables de faire du bénévolat pour nous dans ces deux belles îles. Et puis toujours, voilà, on est toujours les dons pour l'association sont toujours les bienvenus. Voilà. Pour les petits nouveaux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaire, vous avez en bas à droite deux icônes, l'onglet chat pour discuter entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions, cette partie questions. Un petit souci technique, vous avez une aide à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous retentez votre chance. Utilisez de préférence un Google Chrome ou un Microsoft Edge. Et puis, milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et l'autre pour envoyer des petits emojis. Là, maintenant, je pense que maintenant, tout le monde sait comment ça marche. Voilà, mon cher Martin. Eh bien, écoute, c'est à toi. Et tout de suite, je commencerai par te dire, mais qui es-tu, Martin ? Merci beaucoup, William. Écoute, je suis Martin Lacour, donc avocat au barreau de Paris, même si je vis dans la métropole Aix-Marseille, médiateur par ailleurs et formateur en négociation. J'interviens en droit des affaires, moi, donc principalement sur des questions de conflits entre associés et partenaires commerciaux et en propriété intellectuelle sur des questions de droit d'auteur et de droit des marques. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur moi pour me présenter, sauf si tu as des questions. Non, c'est bon. On parlera pas donc de ta passion pour la pêche à la mouche. Non. Non. Passion que j'ignore encore, mais que je découvrirai peut-être dans les années à venir. Alors, côté passion, moi, je suis surtout plongée sous-marine et photographie. Voilà. Ah, très bien ça, c'est bon. Alors, tiens, je vais lancer la présentation. Bien, super, c'est très gentil à toi. Alors, peut-être que pour commencer, l'idée de la négociation, c'est quoi ? C'est une méthode qui va vous permettre d'éviter les conflits ou de les résoudre. C'est-à-dire, on peut utiliser la négociation et la même méthode pour prévenir des difficultés et pour les résoudre, y compris quand on est à un stade élevé du conflit. Mais en réalité, la négo, c'est lié au conflit intrinsèquement. Et
pour savoir comment la négo va pouvoir fonctionner, il faut connaître un peu la dynamique du conflit. On a la chance d'avoir des scientifiques qui ont qui ont essayé de modéliser le conflit. Et là, vous avez devant vous une représentation de l'échelle de Glassol, donc Glassol qui est l'auteur de cette modélisation, à part pour le premier niveau que j'ai même pas appelé 0, qui est les signaux faibles, et lui, il n'y a pas pensé dans sa modélisation. Mais sur le reste, il nous montre un peu comment un conflit, ça fonctionne. Au début, les personnes arrivent à se parler, mais progressivement, leurs positions vont se durcir. Je réponds tout de suite à Léandre, oui, vous aurez le diapo. Ensuite, le débat va se polariser et finalement, les positions vont de plus en plus s'affirmer et vont devenir de plus en plus inconciliables. Les personnes risquent de passer à l'acte, c'est-à-dire de commencer à s'attaquer un petit peu. Elles vont aller chercher des coalitions, on voit ça souvent. On va demander à sa femme si elle est d'accord avec nous. Bah, évidemment que ma femme va être d'accord avec moi. On va aller demander à son avocat s'il est d'accord avec nous. Bah oui, souvent l'avocat, malheureusement, il dit qu'il est d'accord avec nous. Sauf que moi, parfois, je dis, mais en fait, imaginez que si j'avais reçu votre adversaire, je serais aussi d'accord avec lui, en fait. Hein. C'est tout le principe de la coalition, forcément. On se fait beaucoup de fantasmes puisqu'on arrête de se parler et on parle avec d'autres personnes qui ne connaissent rien à l'histoire. Donc, on s'imagine que l'autre nous fait des coups, ou nous parle plus parce que ceci ou cela, ou est en train de préparer un coup, etc. On veut, dans l'étape suivante, faire perdre la face à l'autre. On commence à mettre en place des stratégies de menace, et ça, c'est très souvent la première chose qu'un avocat fait, d'ailleurs, hein, c'est qu'il va envoyer un courrier à une personne, un écrit, et par les écrits, malheureusement, c'est la déontologie qui oblige à ça. On peut pas appeler au téléphone votre adversaire, mais c'est pas idéal, les écrits, parce que souvent, c'est violent, un écrit, puis en plus, on est obligé, comme un écrit, ça reste, on est obligé d'affirmer des positions très élevées. Vous n'avez jamais fait ci, vous avez toujours fait ça, et puis vous lui devez 1 million d'euros. Bon, on voit bien qu'on est passé finalement de l'étape 2, souvent c'est le moment où on va avoir un avocat, à l'étape 6, voire plus, peut-être parfois même à l'étape 7, qui est la frappe. À l'étape 8, on veut détruire l'autre, et là c'est pourquoi on veut détruire l'autre, parce que l'autre est devenu le problème. On confond le problème et la personne. Donc, quand on est à un stade où on confond le problème et la personne, on a déshumanisé l'autre, l'autre est devenu le problème, et donc il est devenu le problème à abattre finalement, donc on est prêt à détruire l'autre. Et étape 9, ça va peut-être vous surprendre, vous qui nous écoutez, mais pour détruire l'autre, à l'étape 9, on est prêt à se détruire. Alors vous me direz, ça n'arrive jamais, et bien pourtant moi je le constate tous les jours. Dans des conflits entre associés, on voit des associés qui sont prêts à dénoncer au fisc ou à dénoncer au procureur tel ou tel agissement de son associé, mais on leur dit mais c'est pas vous le président de la société ou le gérant de la société? Donc si vous avez approuvé les comptes, vous saviez ce que votre associé faisait, donc vous êtes complice. On en est au point où on cherche tout moyen de détruire l'autre, y compris si ça passe par notre propre destruction. Ça, c'est vraiment une modélisation très intéressante et je vous invite à y réfléchir parce que c'est important de savoir à quel stade on est au moment où on va entrer en négociation de cette modélisation. Il sera peut-être nécessaire d'essayer de redescendre d'abord de quelques marches avant d'essayer de mettre en place une négo parce que sinon il y a des risques que ce soit pas le bon moment en face. Si l'autre est prêt à vous détruire ou à se détruire lui-même pour vous détruire au moment où vous essayez de enfin mettre en place une communication productive dans le cadre d'une négociation, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est issu notamment de ce qu'on appelle la négociation raisonnée. La négociation raisonnée, ça nous vient des États-Unis, ça a été développé en 1981 par deux professeurs, Roger Fisher, avocat et professeur de droit international à Harvard, et William Ury, qui l'avait en réalité pris sous son aile, et qui est professeur d'anthropologie. Il est encore aujourd'hui professeur d'anthropologie, William Ury. Roger Fisher, lui, est décédé depuis un moment. Ces deux professeurs partent d'une étude et s'aperçoivent que, miracle, deux personnes, même si elles sont en conflit, deux personnes ont toujours plus d'intérêts communs ou d'intérêts non opposés que d'intérêts
franchement opposés, divergents. Ça, c'est l'étude de base qu'ils font. Et ils se disent, puisqu'ils ont toujours plus d'intérêts communs ou non opposés, essayons de mettre en place une méthode de négociation qui permettra une négociation sur les intérêts et non pas sur les positions. Et ça, c'est hyper important, c'est vraiment toute l'idée de base de la négociation raisonnée. Alors, les 4 piliers de la négo raisonnée, ça va être d'abord de bien distinguer toujours le problème qu'on va traiter à fond. On n'est pas des bisounours, contrairement à l'image qu'on peut avoir de l'extérieur par les gens qui ne connaissent pas et qui ne sont pas formés à la négociation raisonnée. On va traiter à fond le problème et on va évoquer les choses. Et si on a des choses pénibles et dures à se dire, eh ben on va se les dire. La négociation raisonnée, elle est utilisée dans tous les domaines, pas seulement en droit des affaires, elle est utilisée aussi dans les conflits familiaux, y compris dans les pires situations d'inceste intrafamilial, et elle est utilisée aussi dans les conflits internationaux, comme par exemple dans le conflit israélo-palestinien ou dans plein d'autres conflits. Donc on doit pouvoir tout se dire, traiter à fond le problème, mais tout en préservant la relation, tout en préservant les personnes. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps. Deuxième pilier, c'est l'idée qu'on va passer du négo sur les positions. Ça, c'est le truc classique. Imaginez, vous vendez votre maison, évidemment, vous estimez qu'elle vaut 1 million d'euros. Et l'acheteur, lui, il estime qu'il y a plein de travaux à faire et qu'elle n'est pas si terrible que ça, même si elle l'intéresse, et qu'en fait, elle en vaut 500 000. Ça, c'est les positions. Et on voit bien, il y en a un qui va dire ça vaut 500 000, l'autre qui dit ça vaut 1 million. Et forcément, ça semble inconciliable, tout ça. Mais il va falloir justement, par une méthode de négociation, arriver à basculer des positions aux véritables intérêts, besoins, préoccupations, valeurs, moteurs silencieux qui sont sous-jacents à ces positions. Troisième pilier, on va travailler en équipe. On va essayer de former une équipe. On n'est pas des adversaires, on est une équipe et on essaye de chercher des options, des possibilités, d'élargir le champ des possibles. Plus on trouvera d'options, et plus la négociation sera riche, apportera une plus-value pour tout le monde et sera donc pérenne. L'idée, c'est d'arriver à une solution pérenne. À ce stade, vous comprenez bien que toutes les négociations ne se prêtent pas forcément à ce que je vous dis. Si vous voulez juste écraser l'autre, obtenir le meilleur prix et que vous n'en avez rien à faire, vous ne voulez pas le fidéliser comme client, c'est juste du one-shot, passez votre chemin, cette méthode de négociation n'est pas faite pour vous. Si en revanche vous voulez fidéliser, que la relation est importante pour vous, là évidemment la négociation raisonnée c'est fait pour vous. Et dernier pilier, l'idée qu'on va bâtir un accord fondé sur des critères objectifs. À chaque fois qu'on identifiera un point bloquant, on essaiera de se mettre d'accord sur un critère objectif, j'y reviendrai par la suite, mais l'idée c'est d'arriver en objectivant, en raisonnant, c'est pour ça que ça s'appelle en français la négociation raisonnée, même si en anglais on appelle ça interest-based negotiation, donc c'est la négociation basée sur les intérêts ou sur les besoins, mais nous on traduit ça par négociation raisonnée, parce que l'idée c'est de mettre de la raison là-dedans, d'arriver à se mettre d'accord sur des critères objectifs. Alors vous me direz, est-ce que ce gars est un gourou qui nous présente une nouvelle méthode de négociation et nous demande de le suivre aveuglément? Pas du tout. Comment vous savez que je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi? Il vous faut une boussole dans votre négociation. La boussole, ça ne va pas du tout être votre gourou, ça va être ce qu'on appelle la meilleure solution de rechange. À tout moment de la négociation, vous vous posez la question de savoir quelle est ma solution alternative, celle qui ne dépend pas de la volonté de l'autre? Qu'est-ce qui se passe si l'autre ne veut pas donner cet accord s'il ne veut pas dire oui à cet accord? Eh bien, il faut s'interroger là-dessus et à tout moment se dire, quelle est ma meilleure solution? Quel est mon plan B? Si l'autre il dit non à ce que je lui propose, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement je laisse tomber cet accord et je vais élever des chèvres en Ardèche? Est-ce que je suis obligé d'aller saisir le juge? Est-ce que je peux me tourner vers un concurrent si je suis en train de négocier un projet? Est-ce que je peux est-ce que j'ai d'autres fournisseurs qui seraient intéressants pour moi? Et c'est comme ça qu'on va savoir si ce qu'on est en train de faire a de l'intérêt ou pas.
Il faut se poser cette question à tout moment, bien entendu. Et la Mésor, ce qu'on appelle la Mésor ou en anglais la BATNA, la meilleure solution de rechange, c'est ce qui va nous permettre de savoir si on est dans le vrai ou si on est en train complètement de se perdre. Alors, un petit exemple tiré du livre de William Ury et de Roger Fisher qui s'appelle Getting to Yes, ou, on en reparlera après, mais Getting to Yes en anglais. Imaginez un conflit à propos d'une orange entre deux enfants. Imaginez que vous avez deux enfants, une fille et un garçon. « Maman, c'est moi qui ai pris la dernière orange en premier, elle me revient. Non, c'est pas vrai, tu mens comme d'habitude, elle est à moi. » Alors là, je vais vous mettre un peu à contribution. On n'a pas l'air d'être en droit des affaires, mais vous allez voir, c'est sérieux pour autant. Qu'est-ce que vous faites dans une situation comme ça? Deux enfants qui se disputent une orange. Mettez-moi, s'il vous plaît, dans le chat, qu'est-ce que vous feriez? Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, est-ce que vous mangez l'orange? Est-ce que vous la cachez? Est-ce que vous punissez les enfants? Est-ce que vous enfermez les enfants? Est-ce que vous dites, vous me saoulez les deux gosses, j'en peux plus, donnez-moi l'orange, la mange et allez dans vos chambres et je veux plus vous voir. Est-ce que vous dites, non, l'orange, elle est pour ma fille ou elle est juste pour mon fils? Ou est-ce que vous dites, je la coupe en deux et chacun vous repartez avec une moitié et vous m'embêtez plus? Qu'est-ce que vous faites? Ça m'intéresserait. Tout le monde, je crois que tout le monde, je suis en train de lire, toi aussi tu peux regarder, mais tout le monde a dit, je la coupe en deux. Ah non, Frédéric a la bonne réponse. Mais en fait, Frédéric a la bonne réponse et je les baffe. Voilà. On partage. Je les baffe. Frédéric, écoutez, on va faire comme si on n'avait pas vu votre réponse. Voilà. Eh bien alors, toutes vos réponses sont très intéressantes. Je partage en 3, elle est pour papa, etc. Ouais. Mais moi, je vous invite à avoir une intention. Ce ne sera pas toujours possible ce que je vais vous montrer. Mais imaginez que je m'adresse d'abord à mon fils et que je lui dise « Pourquoi tu veux cette orange ?» Je questionne le besoin. Il me dit qu'il a besoin d'une orange, mais en fait, je ne sais pas le vrai besoin derrière. Il suffit pas de dire « j'ai besoin de quelque chose » pour que ce soit un vrai besoin. Je lui dis « Pourquoi tu veux cette orange ?» Il me dit « Papa, parce que je voudrais faire un gâteau avec le zeste. » Et ma fille, je lui dis « Et toi, ma fille, pourquoi tu veux cette orange ?»« Papa, parce que je voudrais presser la pulpe pour m'en faire un jus. » Ah, mais miracle! De quoi nous apercevons-nous? C'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de la couper en deux. Couper en deux, ça paraît être une bonne solution, mais c'est un jugement à la Salomon en réalité. On est en train de détruire de la valeur. À chaque fois qu'on le peut, et par cette interrogation, on va s'apercevoir que très souvent on le peut, on va s'apercevoir que chacun peut repartir avec une orange entière. Parce qu'il y en a un, il a besoin de tout le zeste, et il va avoir tout le zeste, et l'autre, il a besoin de toute la pulpe pour faire un jus d'orange. Donc on est en train, avec une seule orange, on est en train en quelque sorte d'en faire deux. Encore une fois, je ne suis pas un gourou, mais à chaque fois que c'est possible, on va pouvoir multiplier les pains en quelque sorte, et il y en a un qui va repartir avec un jus d'orange complet, et l'autre avec un zeste complet pour faire son gâteau. Alors évidemment, je m'y attends et je le vois dans les commentaires, si les deux veulent la même chose. Ben oui, mais ce qui change, c'est que moi, je ne suis pas parti de l'idée qu'ils voulaient forcément la même chose. Donc j'ai questionné, et très souvent dans une négo, sur le nombre de besoins qu'on va identifier, on va s'apercevoir que les besoins qui paraissent inconciliables parce qu'ils sont formulés en réalité comme des positions, ne sont pas du tout, quand on va questionner et aller chercher le pourquoi, ne sont pas du tout les mêmes et ne sont pas du tout inconciliables. Donc oui, parfois, on va être amené à faire des compromis. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Si vous voulez, c'est l'intention derrière le négociateur qui compte. L'intention n'est pas d'aller tout de suite au compromis. L'intention est de comprendre pourquoi l'un veut telle chose ou pas, et l'intention est de comprendre le véritable besoin sous-jacent à la position exprimée. Donc parfois, on sera obligé de faire des compromis, parfois, on sera obligé de couper l'orange en deux, mais ne partez pas de l'idée que ce sera toujours le cas. Prenez le temps de vérifier, prenez le temps de questionner, et vous serez très surpris. C'est rarement le cas. Très souvent, on peut créer de la valeur en respectant ce simple principe du questionnement. C'était qu'un exemple, mais il est souvent parlant et marquant, donc gardez-le en tête. C'est pas un exemple de bisounours, ça marche très très souvent. Vous aimez les webinaires Second Souffle ?
Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, il y a une méthode que moi je vous propose. La méthode, c'est celle que j'ai tirée de mon expérience et qu'on peut utiliser en tant que négociateur professionnel, mais aussi en tant que simple entrepreneur. Vous n'avez pas besoin de faire appel à des avocats pour tout et n'importe quoi. Dans la vie de tous les jours, vous négociez en permanence avec votre banquier, avec votre fournisseur, avec votre franchiseur ou votre franchisé, avec, je sais pas, tu dois avoir plein d'autres exemples en tête, William, n'hésite pas, hein. Mais voilà, vous négociez tous les jours. La vie est un choix. Vous avez déposé une marque. La vie est un choix permanent. Une succession de choix. Voilà. Donc, avec votre assurance aussi. Alors, moi, la méthode que je vous propose, n'hésite pas à me dire si j'ai loupé des questions importantes. Bien sûr, toutes les questions sont importantes, William, mais si à ce stade, tu penses qu'il y a une question à laquelle il faudrait que je réponde déjà, n'hésite pas à me dire. J'en ai pas vu d'autres. Mais... Je m'en occupe. Oui, non. Ok. Alors, la méthode que je vous propose, c'est une méthode qui est en 6 étapes. En tant qu'entrepreneur, si vous n'avez pas suivi une formation plus éprouvée à la négociation, vous aurez peut-être besoin de l'adapter, mais essayez de la suivre au mieux et vous verrez déjà les résultats que ça donne. La première chose qu'on peut remarquer sur cette étape, c'est que l'étape 6, c'est l'accord. Et l'accord, la solution, ça n'est qu'à l'étape 6. Donc, il ne faut pas vouloir précipiter les choses. Il va falloir prendre un petit peu son temps, mais pour en économiser derrière. Le but, c'est d'arriver à un accord qui ne sera pas remis en cause 2 semaines après. Donc, suivre les étapes, ça peut sembler un petit peu laborieux au départ, mais en réalité, ça va vous faire gagner du temps parce que votre accord, il sera solide et il n'aura a priori pas à être négocié tous les 6 mois, sauf situation particulière, bien entendu. Alors, la toute première étape, c'est avoir conscience que avec votre partenaire avec lequel vous voulez négocier, qui est au passage un humain, même si vous négociez avec une SAS, une SARL ou si vous négociez avec votre banquier, n'oubliez pas qu'en réalité, vous négociez toujours avec des humains. Moi, en tant qu'avocat en droit des affaires, je n'ai jamais eu que des humains en face de moi. J'ai jamais eu une SAS ou une SARL qui se pointait et qui me disait ce qu'elle voulait. Donc, c'est important de se souvenir qu'on a des humains en face. Et l'humain, il est dans la même situation que nous, puisqu'a priori on négocie avec lui, c'est qu'on veut entrer dans une relation contractuelle, par exemple. Il est dans la même situation que nous, mais il ne l'aperçoit pas de la même façon. Donc il est important de savoir lui exprimer comment nous, on perçoit les choses, notre perception de la réalité, et il est aussi important d'être à l'écoute de sa perception des choses. Et pour ça, ce que je vais vous inviter à faire, c'est essayer déjà d'avoir des règles simples de communication. On va éviter le tu qui tue. Parce que si William, je te dis, tu es toujours en retard, tu ne fais jamais ce que je te dis, est-ce que tu vas le prendre bien? Bon, non. Est-ce que tu as envie de répondre quand je te dis quelque chose comme ça, ou est-ce que tu as envie d'écouter ce que je te dis? Non, on n'a pas. Oui. Ou alors on a envie de répondre, mais pas forcément bien non plus. Et ça risque d'amplifier les choses. Voilà, on va repenser à l'échelle de Glassell que je vous ai montré en tout premier. On va rapidement arriver à l'étape, à la marche 9, sauf si William est de très bonne composition, mais sinon il y a des chances qu'on ne s'entende pas assez rapidement. Donc les règles de communication, c'est déjà parler de soi. Je perçois ça comme ça. Essayez d'être d'abord objectif. Donc dire, au lieu de dire tu es tout le temps en retard, c'est j'ai observé que tu étais arrivé en retard. Lundi, tu es arrivé à 9h30 au lieu de 9h. Mercredi aussi. Et vendredi aussi. Donc, on n'est plus dans tu es toujours en retard, tu n'es jamais fiable, etc. Non, on est objectif. Ensuite, on va dire ce que ça nous procure chez nous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication non violente ou la communication assertive. Moi, ça me met dans l'insécurité parce que je compte sur toi, j'aimerais pouvoir compter sur toi pour l'ouverture du magasin. Le fait que tu sois en retard lundi, mardi et vendredi, ça m'a mis en difficulté, ça me met en insécurité. On va ensuite expliquer le
donc on a expliqué le sentiment et le besoin qu'on avait derrière. On a un besoin de sécurité, hein, et le sentiment, ça peut être une émotion, ça peut être un sentiment, mais voilà, il faut l'exprimer pour que l'autre comprenne ce qu'on a vécu. Et on va ensuite proposer une solution. Est-ce que tu veux bien qu'on en discute ensemble? Et est-ce qu'il y a des choses qui font que tu es en retard? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es en retard? Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça ne se renouvelle pas? Voilà. Ça, c'est déjà une façon de communiquer. Être à l'écoute active de la personne, se dire qu'on ne vit pas tous dans le même cadre de référence, et être bien conscient de ça, donc être conscient de ses propres limites, de son propre cadre déjà, avoir fait un travail sur soi, nous permet d'écouter l'autre de manière active. Le reformuler, être capable de le reformuler aussi, ça c'est une façon d'accueillir de manière inconditionnelle ce que l'autre nous dit, mais sans forcément le valider. C'est toute la distinction. On peut montrer qu'on reconnaît à l'autre ce qu'il dit, son vécu, on comprend qu'il le vit comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve ce qu'il dit. C'est une distinction importante et qui permet d'établir une communication saine et de tout se dire. Si on a des choses très désagréables à se dire, William et moi, on peut se les dire en passant comme ça. En revanche, si on va direct dans l'accusation, dans la violence, là, ce sera beaucoup plus difficile de dire des choses désagréables. Est-ce que vous avez des questions sur cette première étape ou est-ce que je passe à la deuxième? Je ne vois pas de questions. Pas de questions? Ok, merci William. L'un aura l'extérieur et l'autre l'intérieur de l'orange. Oui, d'accord, c'est tout bon. Sur la deuxième étape, l'identification des besoins de chacun. C'est ce que je vous disais. Il ne faut pas en rester aux positions. Et souvent, les gens expriment des positions déguisées. Si je vous dis « j'ai besoin d'un Coca-Cola », ça ne veut pas dire que j'ai réellement besoin d'un Coca-Cola. Et William, il ne se laissera pas avoir. Si je lui dis « j'ai besoin d'un Coca », il va me dire « Martin, pourquoi tu as besoin d'un Coca ?» Et là, peut-être que dans un cas, je vais lui dire parce que j'ai besoin d'un truc festif, j'aime les bulles, c'est festif pour moi. Et là, il va me dire Martin, il y a plein de façons, champagne avec modération, bien sûr, champomy, Perrier, Coca. Le Coca n'est qu'une option par rapport à ton besoin, mais si ton besoin c'est d'avoir quelque chose de festif, t'es pas obligé d'avoir du Coca. Si mon besoin, si je dis, quand il me dit pourquoi tu veux du Coca, je lui dis parce que j'ai soif, là on voit que c'est incontestable la soif, c'est un véritable besoin. Mais il y a plein de façons d'étancher la soif, de bien meilleures façons que de boire du Coca d'ailleurs. Ouais, donc là aussi on va pouvoir travailler sur un jus d'orange ou autre chose, ou de l'eau tout simplement. Voilà. Alors David nous dit il faut également tenir compte du contexte et de l'état émotionnel de chacun. Bien sûr. Et alors ça, dès l'étape 1, il faut être en mesure d'être à l'écoute, non pas seulement de ce que les gens disent, du verbal, mais aussi du paraverbal, le ton avec lequel je le dis, le rythme dans lequel je le dis. Si par exemple, William me dit « Comment vas-tu, Martin, aujourd'hui ?» Et je dis « Ah oui, je pète la forme. » J'ai beau dire en verbal, je dis que ça va super bien, mais on voit bien que mon paraverbal n'y est pas et que mon body language aussi n'y est pas. Donc le comportement de mon corps corporel indique aussi un autre message. Donc être à l'écoute du verbal, c'est important, mais le paraverbal, le ton, le rythme et le comportement aussi sont très importants dans le message qu'on veut faire passer. Et les émotions, souvent dans une négo, quand on n'est pas formé, on ne sait pas quoi en faire. Quelqu'un nous exprime une peur, on se dit je vais faire comme s'il n'avait rien dit, ou une tristesse, oh là là, je vais faire comme s'il n'avait rien dit. Non, parce que derrière la peur n'est que l'expression d'un besoin frustré ou satisfait. Si je suis en joie, c'est parce qu'un de mes besoins est satisfait. Si je suis triste, c'est sans doute parce qu'un besoin n'est pas satisfait, ou en colère, ou dégoûté. Les émotions de base, c'est quoi? D'ailleurs, dites-le moi, tiens, ce que vous savez des émotions de base. C'est quoi les 5 ou 6 émotions de base pour vous? N'hésitez pas à me le dire. La joie, la colère,
La joie. Super, c'est très rare qu'on me dise en premier la joie, donc j'en suis ravi. C'est que vous êtes des optimistes dans ce groupe, donc c'est super. Oui, la joie, la colère, oui. La peur, très bien. La tristesse, oui. Le dégoût, oui. C'est bon. Très bien. Là, on a fait à peu près le tour des émotions de base. Après, il y en a plein d'autres. Il y a plein de variantes. On peut les mixer aussi. Mais on a fait le tour des émotions de base. Il faut être à l'écoute de ces émotions parce que derrière, il y a sans doute un besoin frustré. Donc, dire à quelqu'un pourquoi tu es triste, ça va permettre d'aller plus vite trouver le besoin qui a été frustré. Pourquoi tu es en colère? Moi, souvent, les clients sont en colère. Pourquoi vous êtes en colère? Parce que c'est injuste, par exemple. Ah, l'injustice. Et comment on pourrait répondre à ce besoin de justice que vous avez? Ou parce que là je suis atteint dans mon, c'est trop ingrat ce qu'il m'a fait, c'est trop ingrat, hein, besoin de gratitude, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et la surprise, on avait oublié la surprise. Bravo Éléonore, vous suivez la surprise qui est alors. Aucune émotion n'est positive ou négative. Toutes ces émotions nous ont aidés à survivre. Hein. À l'origine, le dégoût, ça nous servait notamment à pas manger notre caca. Et c'est très bien. Si on avait fait autrement, on aurait eu du mal à survivre. La surprise a rarement un effet positif aujourd'hui, mais ce n'est ni une émotion positive ni négative. Elle nous est très utile. Voilà, donc c'est important de connaître les émotions de la personne avec laquelle vous traitez. C'est tout à fait vrai. Identification des besoins, aidée notamment par la reformulation des émotions. Étape 3, une fois qu'on a identifié tous les besoins, il se peut qu'à ce stade-là, on ait déjà vu des points qui bloquent. On n'est pas d'accord sur le prix de la chose, on n'est pas d'accord sur tel ou tel critère. Comment on va se mettre d'accord? Soit on arrive à se mettre d'accord sur une méthode de calcul. Imaginez, vous n'êtes pas d'accord sur la valeur des parts sociales, vous voulez vous séparer d'un associé ou faire entrer un associé, vous n'êtes pas d'accord. Mettons-nous d'accord sur une manière objective. Peut-être qu'il y a une méthode de calcul qui permet de dire qu'on va prendre 80% du chiffre d'affaires pondéré de telle ou telle manière. Et ça nous permet de nous mettre d'accord sur une évaluation des parts sociales. Autre exemple, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la valeur d'un immeuble. On va pouvoir demander à 3 experts immobiliers indépendants avec lesquels on n'a pas couché, on sait pas notre frère, notre sœur, on les connaît pas. On va leur demander de nous faire une évaluation indépendante de l'immobilier et on va faire la moyenne des 3 évaluations, haute moyen. Donc on peut mettre en place une méthode de calcul, par exemple, c'était mon premier exemple, ou on peut aussi faire appel à un tiers indépendant, impartial et neutre qui va évaluer et mettre fin, objectiver ce point. Ça encore, c'est la négociation raisonnée qui nous y invite. Étape 4, une fois qu'on a fait tout ça, on va reprendre nos besoins et on va essayer de trouver plein de possibilités pour répondre à chaque besoin. Nos propres besoins, mais aussi les besoins de l'autre. Parce que ce qui est bien dans cette méthode, c'est qu'on veut montrer qu'on est empathique. Donc, à tous les stades de la méthode, on se soucie de l'autre. Oui, à l'étape 1, on va exprimer notre vision, notre vécu des choses, mais on va aussi écouter celui de l'autre, sans avoir envie de répondre. On n'est pas en train de l'écouter pour lui balancer un argument dans la figure. On n'est pas en train de l'écouter très attentivement pour le mettre au tapis, pour lui dire « ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi ce que tu dis, j'ai un argument qui va te tuer ». Non, on est en train de l'écouter pour écouter son vécu, pour le reconnaître en tant qu'être humain. On n'est pas en train d'approuver ce qu'il dit, mais on accepte son vécu tel qu'il a vécu. Ça ne veut pas dire qu'on approuve quoi que ce soit, mais on accepte son vécu. Au niveau des besoins, pareil, on va identifier nos besoins, mais on va essayer d'identifier ceux de l'autre. Au niveau des points bloquants, évidemment, on va déterminer ensemble quels sont les points bloquants. Donc, il faut qu'ils soient bloquants pour l'un comme pour l'autre. Et au niveau des possibilités, c'est pareil, on va s'interroger sur comment répondre à chaque besoin identifié chez nous, mais aussi chez l'autre. Donc, c'est à la fois enrichissant pour nous-mêmes, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Malheureusement, souvent, on en reste aux positions. On dit un tel, j'ai vu sur Internet que j'ai le droit, dans tel cas, à 100 000 euros, ou j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela. En fait, on s'en fiche de ce à quoi on a droit. C'est intéressant, oui, c'est intéressant, mais pas plus que ça. Ce qui est important, c'est ce dont vous avez besoin, pas ce à quoi vous avez droit. Donc, s'interroger sur ses besoins et ensuite sur les options pour y répondre,
c'est d'une véritable richesse. Hein, on le voit dans l'exemple de l'orange. C'est parce qu'on a interrogé les enfants sur leurs réels besoins qu'on s'aperçoit que il va y avoir des possibilités d'options pour y répondre. Tu vas pouvoir presser le jus d'abord et couper l'orange en deux pour presser le jus et donner le zeste à ton frère, par exemple. Ou inversement, je ne sais pas, vous trouverez votre solution d'ailleurs. Oui, Chacun crée sa solution. Vaut mieux faire l'inverse. Il faut d'abord récupérer le zeste et après tu la presses. Tu as raison, j'étais en train de me dire que ça allait être un massacre aussi. Chacun ses talents. Mais voilà, on peut envisager différentes façons de le faire en tout cas. Et une fois qu'on aura trouvé différentes options, nous on conseille, les professionnels en tout cas, on conseille d'essayer de trouver 3 options par besoin identifié, 3 possibilités de répondre à un besoin. Et bien une fois qu'on aura trouvé ces options, on pourra formuler une offre. Et dans cette offre, eh bien, on répondra au besoin 1, notre besoin 1, notre besoin 2, notre besoin 3, le besoin 1 de l'autre partie, son besoin 2, son besoin 3 et son besoin 4, s'il en a 4 par exemple. Chaque offre, on va en établir 3, enfin nous c'est ce qu'on fait en tout cas, on va créer 3 offres et chaque offre devra se suffire en elle-même, avoir son équilibre propre, subjectif, nous paraître répondre à la fois réellement à nos besoins et aux besoins de l'autre, et on les mettra sur la table des négos, et l'autre fera pareil, il nous proposera 3 offres, et de la comparaison de ces 3 offres, soit il y en a une qui sera la grande gagnante parce que vraiment c'est ce qui arrange tout le monde, soit une 7e offre naîtra en combinant différents éléments des différentes offres qui ont été trouvées. Quand on suit cette méthode, ce qui est incroyable, mais moi je le fais tous les jours et je m'en aperçois tous les jours, c'est que souvent c'est l'autre qui pense à quelque chose de génial pour nous auquel nous-mêmes nous n'avions pas pensé. Et je le vois tous les jours. Dire mais c'est incroyable là ce que vous me proposez, mais j'y avais même pas pensé moi-même, mais je trouve ça génial. Mais bien sûr, ça répond à mon besoin et j'y avais pas pensé. On voit par exemple là dans la créativité William qui me dit non, il vaut mieux le faire dans l'autre sens. Oui, mais si j'en parle pas avec lui, jamais je saurais qu'il faut faire le truc dans l'autre sens. Et là c'est pareil. Parfois les gens, vos partenaires, les gens avec lesquels vous négociez, les gens que vous pensiez être parfois un adversaire au début d'une négo, vont penser à des choses extraordinaires pour répondre, pour satisfaire vos besoins auxquels vous-même vous n'auriez jamais pensé si vous aviez passé 10 000 ans à y réfléchir. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de l'intelligence collective dans cette méthode. C'est ça. On est toujours plus fort quand on est plusieurs. Et je le dis et je le répète, un chef d'entreprise ne doit jamais rester seul. Un chef d'entreprise ne doit jamais rester seul et un humain en général ne doit jamais rester seul. On est beaucoup plus fort à plusieurs. Quand on est 2, c'est très rare. Dans une négo, ça aussi, peut-être que ça sera dans les questions. On va me dire oui, mais il y a des pervers narcissiques. Alors ça, c'est le truc à la mode. Je sais que ça fait vendre du papier, ça fait vendre plein de trucs. Le pervers, moi, en fait, dans les négos, je suis jamais tombé sur quelqu'un qui aurait un problème psychiatrique tel qu'on ne puisse pas mettre en place une négo. Mais n'oubliez pas, ça s'explique cette réaction. Très souvent, moi, les clients, ils viennent me voir et ils me disent « Non mais maître, je suis venu vous voir parce que vous êtes connu en négociation, mais dans mon cas, ce sera pas possible parce que l'autre en face, c'est un fou furieux, c'est un monstre. » Repensez à ce que je vous ai dit, modélisation du conflit, l'échelle de glace, la première slide que je vous ai montrée. Ça fait partie, la déshumanisation de l'autre fait partie d'un mécanisme que nous connaissons tous quand nous entrons en conflit. La peur ce serait beaucoup plus simple que l'autre soit un monstre. Si on veut s'expliquer pourquoi Hitler a fait tout ce qu'il a fait, c'est beaucoup plus simple de se dire Hitler n'était pas humain, c'était un monstre. Parce que se dire qu'il était humain et s'interroger sur comment il a pu en arriver là, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus insupportable en fait de s'interroger là-dessus. Mais n'oubliez pas, en réalité, il n'y a quasiment pas de contre-indication à la négociation. Il faut faire attention, par contre, parfois à ne pas se faire manipuler, à ne pas être victime de quelqu'un qui voudrait utiliser une négociation pour gagner du temps ou pour obtenir des informations sur vous. Bien sûr, il ne faut pas être naïf.
Mais se dire qu'il y a des gens qui sont malades psychiatriquement au point qu'ils ne puissent pas faire de négo, oui, ça arrive, mais moi, ça m'est jamais arrivé dans toute ma carrière. C'est très, très rare. Très, 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 très rare. Donc, ne pas avoir peur de ça, ne pas croire d'emblée que l'autre est un monstre ou un fou, ou tout ce que vous voulez. Non, l'autre est un humain comme vous, qui, comme vous, passe dans les mêmes phases du conflit, dans l'échelle du conflit. Il ne sera pas forcément à la même phase que vous. Il sera peut-être plus haut dans les tours, donc il faudra l'aider à redescendre. Ça passe par la construction d'une confiance qui parfois n'est pas facile si elle a été abîmée à un moment de la relation, ou si les gens ne se connaissent pas au départ, il n'y a pas de raison. La confiance, ça ne se proclame pas, donc c'est pas facile. Mais par contre, ne croyez pas n'ayez pas peur de l'autre. Ça, c'est vraiment un message important. N'ayez pas peur de l'autre. On est des humains. On partage beaucoup, beaucoup de choses en commun. Il y a beaucoup de choses. Et cette méthode de négociation se base justement sur ce qu'on a de commun. La perception de la réalité, ça passe par des émotions. Et les émotions, elles sont universelles. On les connaît tous. Les besoins fondamentaux de l'être humain, c'est les mêmes pour tous. On les a pas au même moment, mais ils sont universels aussi. La façon d'objectiver les choses, on a beaucoup, beaucoup, nous humains, de méthodes en commun pour objectiver, rationaliser les choses. Les possibilités, la créativité, l'intelligence humaine, on est aussi en réalité, on partage beaucoup en commun et toutes les idées sont dans l'air. On a les mêmes idées dans l'air très souvent. Donc, ne pas croire ne pas s'axer sur ce qui nous divise ou ce qui nous distingue, mais plus, au contraire, se focaliser sur ce qui nous rapproche. Je pense que c'est vraiment important. Et dernière chose que je veux dire avant peut-être de répondre aux questions, avoir conscience que dans une négo, on avance toujours au rythme du plus lent. Et ce ne sera pas toujours le même. Peut-être qu'à l'étape 1, il y en a un qui a besoin de plus de temps pour exprimer, qui sera taiseux au départ parce qu'il n'a pas confiance. Et donc, il mettra plus de temps à se livrer. À l'étape 2, ce sera peut-être l'autre qui aura plus de mal à identifier ses besoins. Et à l'étape 3, il y en a peut-être un qui bloquera sur des choses qui sont pas forcément foncièrement réellement bloquantes, et ainsi de suite. Une négo, ça c'est vraiment ce dont on s'aperçoit quand on en fait tous les jours, que ce soit de la négo de projet ou de la négo de conflit, c'est on ne peut pas avancer plus vite que celui qui est resté à une étape précédente. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif de vouloir aller à l'étape 3 si on a quelqu'un avec qui on parle qui est bloqué à l'étape 2. Voilà, donc c'est souvent l'exemple, David, on prend souvent l'exemple de la randonnée avec des gens qui seraient encordés même, ça sert à rien, si on est tous attachés à la même corde, ça sert à rien de vouloir tracer 3 kilomètres plus loin, on va emmener tout le monde dans sa chute ou on va pas pouvoir avancer, c'est exactement ça, David. Moi je prends souvent l'exemple de la plongée puisque je fais de la plongée sous-marine, en plongée, on reste à portée de main de sa palanquée, il n'est pas question d'être 10 mètres en dessous ou 10 mètres au-dessus ou 10 mètres plus loin que l'autre. Ben là, c'est pareil. En égo, en effet, on est comme en rando, on va cheminer. Et c'est important, cette notion du temps aussi, de laisser parfois du temps. On peut très bien faire une réunion où on traite les 3 premières étapes dans la première réunion, mais c'est bien de temps en temps de se laisser le temps, de se dire on se revoit dans une semaine. Tout dépend de l'enjeu, évidemment. Pour acheter une baguette de pain, vous allez pas revenir voir votre boulanger une semaine après. Mais de se laisser le temps de cheminer. Parce que chacun chemine. Donc la rando, c'est une très bonne métaphore pour plein de choses par rapport à la négociation. Mon cher Martin, dans l'étape 5, les offres, et entre parenthèses, il y a marqué ordre public. Oui. Je pas trop compris. Alors, pourquoi, pardon, j'ai oublié de le dire, mais c'est simplement que dans l'étape 4, on va envisager plein de possibles et on va même pas se demander si c'est juridiquement possible. Ça, c'est important. C'est-à-dire que dans une situation où on se demande comment résoudre un problème avec une grand-mère qui nous embête, on pourrait envisager de tuer mémé à l'étape 4. Pourquoi c'est important d'envisager des choses illégales aussi? C'est parce qu'elles nous aident en cheminant par l'absurde à trouver des solutions qui seront juridiquement, elles, possibles.
Mais c'est pour vous rappeler que, bien entendu, au moment où on formule des offres, en revanche, il faut vérifier qu'elles sont conformes à l'ordre public. On ne peut pas proposer des choses illégales à un certain stade. Mais au stade de la créativité, l'étape 4, il ne faut pas se censurer, il ne faut pas se limiter. Envisageons même les choses totalement impossibles. On tue, on fait ce qu'on veut. Si on pouvait tuer l'autre, on le tue. Mais simplement, on ne le fait pas au stade 5. Ouais, d'accord. Alors, William, je ne t'entends plus. Je ne sais pas pourquoi. Oui, le son a sauté. Est-ce que quelqu'un entend William ou pas, ou m'entend moi? Est-ce que vous m'entendez? Là, est-ce que tu Non m'entends? plus. Oui, et est-ce que toi tu m'entends? Voilà. Ah bah parfait. Donc tout le monde nous entend, super. Par contre, on ne voit plus, donc je te laisse continuer, je vais remettre ma caméra, il a dû se passer quelque chose. Je reviens. D'accord. Bah, je ne sais pas s'il y avait des questions que tu avais relevées, William, et auxquelles tu voudrais que je réponde. Tu peux les prendre. Et à la question de Delphine, si l'autre campe sur ses positions, oui, comment faire pour après avoir argumenté? Alors, si l'autre campe sur ses positions, bah, on va identifier ça comme un point bloquant, et dans ce cas-là, on va travailler sur un moyen d'objectiver les choses. Si malheureusement, en dépit de tous nos efforts, la personne dit non, mais moi je veux rien entendre, je continue de penser que j'ai raison, il y a plusieurs possibilités. Soit on considère, et souvent dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est plus facile avec l'intervention d'un tiers. Hein. Là, l'idée, c'est de vous aider à négocier par vous-même. Mais si vraiment c'est plus possible, dans ce cas-là, faire intervenir un tiers peut avoir un intérêt, parce que ce tiers va dire à la personne, bon, va le faire travailler sur sa mésore. Attention, là, vous êtes en train de nous dire que ce point est vraiment bloquant pour vous. Ça met en péril éventuellement la négociation. Quelle est votre mésore, votre meilleure solution de rechange? Si on n'arrive pas à un accord aujourd'hui, quel va être notre plan B? Quel est votre plan B? Hein? Et faire réfléchir la personne sur son plan B, souvent, ça l'amène à redevenir un petit peu raisonnable et soit à dire, bon, bah oui, en fait, c'est pas un point bloquant pour moi, je suis d'accord pour le mettre de côté, ou à dire, bon, bah voilà comment finalement on pourrait objectiver les choses. Si vraiment la personne dit, non, mais mon plan B, de toute façon, il est meilleur que cette négociation, bah, il n'y a pas de question. Dans ce cas-là, il faut qu'elle aille sur son plan B. La négociation n'est pas toujours la solution. Hein. On n'est pas en train de chercher une panacée. Si la personne a un plan B qui est meilleur, qui lui apporte plus d'avantages que la négociation, bah, qu'elle aille sur son plan B. Si voilà, c'est pas plus dur que ça. Mais souvent, la réflexion sur la mésore, la meilleure solution de rechange, notre boussole, nous aide à ne pas naviguer à l'aveugle et à réaliser que bah oui, on a quand même intérêt à mettre un peu d'eau dans notre vin et à négocier, à trouver un terrain d'entente, parfois même à faire un compromis. Mais je vous rappelle que l'idée n'est pas de faire systématiquement des compromis. L'idée est d'avoir l'intention de chercher une plus-value pour tout le monde. Et c'est vraiment que s'il y a un point qui bloque, mais qu'on se dit quand même que ça vaut le coup de continuer la négo et de faire un compromis sur un point, parce que c'est mieux que notre meilleure solution de rechange, c'est mieux de continuer cette négo, que là, on continuera dans la négo. Mais on peut très bien, à certains moments, se dire, bah non, finalement, il faut qu'on sorte de la négo. Il vaut mieux que j'aille négocier avec quelqu'un d'autre, ou il vaut mieux que j'aille élever des chèvres en Ardèche, ou il vaut mieux que je saisisse le juge en fonction des circonstances, évidemment. Il vaut mieux que je change d'assureur, il vaut mieux que je change de banquier, il vaut mieux que je change de partenaire commercial, parce que cette négo ne mène à rien. Et c'est pas plus grave que ça. Au moins, on aura suivi une méthode qui nous permettait de nous assurer de ce que la négo pouvait nous donner. Mais si la négo ne satisfait pas nos besoins, ou la satisfait moins bien que notre mésor, que notre plan B, eh bien, ne restons pas dans la négo. Hein. C'est pas la solution à tout, la négo. Hein. Ouais. Alors, il y a Maël qui a posé une question dans le chat que j'ai retrouvée. Merci de bien poser vos questions dans la partie questions. Et puis, si vous voulez poser votre question en live hein, avec nous, vous pouvez, si vous me le dites dans le chat, je peux vous inviter à venir avec nous pour parler de votre question avec ou sans webcam, hein,
si vous le souhaitez. Donc la question de Maël, c'est comment réinstaller la confiance quand la négociation reste bloquée à l'étape 1. On va remettre l'étape 1. Voilà. Ah oui, pardon. Comment restaurer la confiance lorsque la personne reste bloquée à l'étape 1. La négociation reste bloquée à l'étape 1. Alors, normalement, l'étape 1 va supposer que les personnes se livrent sur la façon dont elles vivent la situation, ce qu'on appelle l'étape du récit ou l'historialité. Ça peut être l'exposé du projet si on est dans une négociation de projet. Normalement, c'est assez facile. C'est pas, moi, en pratique, j'ai rarement constaté que les gens restaient bloqués à l'étape 1. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est que parfois les gens ne disent pas tout de suite, parce que la confiance n'est pas complète tout de suite. Et ça, c'est très important, et c'est peut-être comme ça qu'on peut répondre à la question, du moins j'espère que vous n'allez pas penser que je botte en touche, mais que je réponds vraiment à la question. Souvent, les gens ne disent pas tout. Mais là, l'avantage, c'est qu'on est face à un processus, on n'est pas face à une procédure. Il ne s'agit pas de dire l'étape 1 est cochée, on n'y reviendra plus jamais. En fait, si à l'étape 4, on s'aperçoit que quelqu'un n'a pas tout dit, on va revenir en arrière. Donc, on va dire, ah, là, vous n'aviez pas parlé de ça, ça me paraît fondamental. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur… Et on revient sur l'étape 1. Et donc, on va dire, voilà, donc là, dans ce que vous venez de me dire, j'identifie éventuellement tel ou tel besoin. Donc, on va refaire l'étape 2 en complétant. Et on va refaire l'étape 3 et on va repasser à nouveau à l'étape 4. On est sur un processus dynamique, quelque chose de vivant. Donc, oui, les gens ne se livrent pas sur tout. Et moi-même, en tant qu'avocat, je peux vous assurer que malgré que les gens viennent me voir, très souvent, ils n'ont pas la confiance, ça met un peu de temps. Donc, au premier rendez-vous, ils vont pas me raconter tout. Et c'est souvent au deuxième ou au troisième rendez-vous que j'apprends le truc qui est potentiellement essentiel dans leur dossier. Et donc, je reviens en arrière et c'est normal, c'est un processus. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, Maël te dit que c'est très clair. D'accord, super. Alors, une question qui va un peu dans le même sens de Anna. Qu'est-ce qui se passe si moi, j'utilise les méthodes de communication bienveillante, mais que l'autre nous en fiche plein la figure et reste dans son émotion colérique? Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple. Il ne faut pas le prendre pour vous, mais si vous êtes formé à la communication non violente, vous ne le prendrez pas pour vous. En fait, si l'autre vous agresse, en réalité, ça dit juste des choses sur ses limites à lui, mais rien sur vous. Et donc, continuez, surtout n'entrez pas dans son jeu et amenez-le progressivement sur votre terrain de communication non violente, de communication assertive. Il en verra tous les bénéfices. Vous lui dites, je comprends que vous êtes en colère. Pourquoi cette colère? Quel est votre besoin derrière? Moi, j'ai souvent des gens en colère. Les gens viennent rarement voir les avocats parce qu'ils sont super méga heureux dans leur vie. On n'est pas un salon de massage. Donc, les gens, ils arrivent en colère, mais ça ne veut pas dire que moi, il faut que je me mette aussi en colère. Vous voyez, c'est pas parce qu'ils vont commencer à taper du poing que je vais me mettre à taper du poing. En fait, restez calme. Ça les amène progressivement sur votre terrain de jeu. Et ils en comprendront progressivement tous les bénéfices. Alors peut-être que ça prendra un peu de temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Moi, je vais pas. Maintenant, j'ai l'habitude quand je gère ce genre de négociation entre des parties. Je dis voilà, vous pouvez exprimer une certaine colère. Je vous couperai pas. Par contre, attention, passer un certain stade, je me permettrai de vous couper. C'est poser un cadre aussi. L'intérêt, c'est de poser le cadre. Donc, quand on commence à négocier, il est important de poser un cadre. Finalement, c'est l'étape 0 et vous avez raison, votre question est très, très intéressante à cet égard. Poser un cadre en disant, voilà, là, on est là pour négocier. J'aimerais que ça se fasse en respectant un certain nombre de règles de politesse, qu'on ne se coupe pas la parole, que chacun puisse dire ce qu'il a à dire, mais qu'il ne s'exprime pas en tu qui tue, mais en je. Que chacun exprime comment lui a vécu les choses en s'exprimant en je, mais pas en tu. Alors évidemment, dans certaines situations, la présence d'un tiers formé de préférence va faciliter les choses, mais dans beaucoup de situations, vous pouvez le faire par vous-même. Il ne faut pas hésiter à poser un cadre et à demander à l'autre s'il en est d'accord. Est-ce que tu es d'accord William, est-ce que tu es d'accord pour qu'on se parle en je et qu'on ne parle pas en tu qui tue?
Est-ce que tu es d'accord pour qu'on évite d'employer des généralités, mais qu'on essaye d'objectiver les choses? Est-ce que ça te va, ces règles-là? Oui, tout à fait, Ok. Martin. Est-ce que tu es d'accord pour pas... Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on ne se coupe pas la parole mutuellement, que chacun puisse parler et dire ce qu'il a à dire jusqu'au bout? Voilà. C'est des choses qui peuvent être utiles dans certains moments. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Et une dernière, une question qui nous vient tout droit du Périgord, de Vincent. Conseillez-vous d'estimer ce que l'on est prêt à perdre, financier ou pas, plutôt avant la négociation ou en cours ou en même temps que le plan B? Alors, c'est à tous les moments, mon capitaine. C'est-à-dire que avant d'entrer en négociation, il faut déjà s'interroger sur sa mésore. Si j'ai aucun intérêt à entrer en négociation pour telle ou telle raison, je ne vais pas entrer systématiquement en négociation, par exemple, avec un banquier, si je sais déjà qu'un autre banquier peut m'offrir des conditions incroyables. Je ne vais pas perdre mon temps, vous voyez. J'ai autre chose à faire. Vous aussi, tout le monde. Donc, on va pas mettre. Donc, on s'interroge sur sa mésore avant la négociation pour déjà se demander si ça a un intérêt. Et puis, à chaque étape de la négo, on fait un point sur sa mésore et sur celle de l'autre aussi. Et éventuellement, même quand on arrive à instaurer une confiance suffisante, on demande à l'autre quelle est sa mésore. Parce que parfois, ça nous aide à réaliser. Parfois, l'autre, il nous dit, en fait, moi, ma mésore, c'est ça, et on n'y avait pas pensé. Et ça nous aide à aussi prendre compte de la mésore de l'autre dans notre propre négociation. La mésore, c'est la même chose que le plan B dans mon esprit. Voilà, Mésor, c'était la boussole. Hein. Meilleure solution de rechange. Voilà. La BATNA, si vous lisez les livres en anglais, je vais vous remettre les livres sur la négo raisonnée, c'est cela. Donc c'est le même, hein. Ça c'est vraiment l'ouvrage de base. Il y en a plein d'autres des ouvrages, mais ça c'est le base. Après, si vous vous intéressez, vous pouvez aussi aller voir le site de la Harvard Law School, qui a un programme on negotiation. Donc Harvard, hein, c'est connu. Vous allez ils ont une chaîne YouTube, vous verrez. Les livres Getting to Yes et Comment réussir une négo, je crois que William, tu pourras mettre un lien vers les libraires indépendants, c'est ça? C'est ça, je le mets de suite. Ouais. Voilà. Donc c'est le même livre, hein, c'est juste qu'il y en a un qui est en anglais et l'autre c'est la traduction française. Et puis éventuellement, vous pouvez aussi bien sûr trouver des formations sur mesure à la négo si vous avez besoin pour une raison ou une autre de vous faire former dans tel ou tel domaine. Je prends un exemple, si vous êtes éditeur, c'est sûr qu'il y a des négos très spéciales à mettre en place, par exemple en matière audiovisuelle. C'est pas la même chose qu'une négo avec une banque ou qu'une négo avec une compagnie d'assurance ou avec un franchiseur. Hein, donc, il y a différents types de négo, différentes particularités. Mais là, je vous ai donné déjà les bases pour pouvoir vous y intéresser et par vous-même, sans l'aide de qui que ce soit, déjà essayer de mettre en place vos propres négos. Eh bien, merci, mon cher Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, William, et à bientôt, peut-être. Ben oui, j'espère, parce que je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous étaient là quand on parlait du storytelling et de construire sa marque avec les 2 webinaires Google. Oui, ah oui, Éléonore, je me rappelle de vous, vous étiez là. Vous saviez, à un moment donné, pendant le webinaire, on a bloqué, il y a eu 2-3 questions sur le droit des marques, le droit de la marque, je ne sais pas comment on peut dire. Et Martin et comment je veux pas dire tout, j'allais dire le même mot que tout à l'heure, mais c'est un de mes domaines d'activité. Voilà, c'est un de ces domaines d'activité. Donc Martin se proposera, on va organiser ça avec lui, de faire un webinaire sur le droit des marques, le dépôt de marque, voilà, tout ce que, en tous les cas, même moi, je ne sais pas. J'ai des choses que je ne sais pas. Donc, on verra ça avec Martin. Je vous annonce les prochains événements. Alors, avant de se retrouver vendredi prochain pour le prochain webinaire, on peut se retrouver jeudi prochain en réel, dans la vraie vie. Le 3 et 4 avril, donc la semaine prochaine, mercredi et jeudi prochain, il y a le grand salon Go Entrepreneur à Paris et à la Défense. Second Souffle sera évidemment présent et moi je serai présent le 4 avril, donc le jeudi uniquement. Donc écoutez, si vous voulez passer sur notre stand, ça sera avec grand plaisir. Et puis je vous mets dans le chat le lien
pour pouvoir s'inscrire. C'est pas n'importe quel lien, c'est un lien spécial Second Souffle. Et en vous inscrivant avec ce lien-là, vous avez accès au backstage et vous avez la buvette à volonté. Voilà, non, c'est fou, hein, c'est pas vrai. Donc voilà, ça c'est jeudi prochain. Et le webinaire de vendredi prochain, c'est démystifier la compta pour piloter votre entreprise. Vous allez voir, c'est génial. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle Pascal, qui l'a développé. Et ça va vous en prendre enfin quelque chose ludiquement de vous apprendre au moins un petit peu de comptabilité, parce que c'est quand même incroyable de voir le nombre de chefs d'entreprise qu'on récupère chez Second Souffle et qui sont complètement incompétents sur la compta. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais il faut au moins savoir quelques bases. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Et dans 15 jours, un webinaire qui se rapproche un petit peu de celui qu'on a fait aujourd'hui. Là, ça ne sera pas la négociation, mais on parlera de décider. Donc, décider juste ou juste décider, vaste question. Et donc, ça sera avec Philippe, donc dans 15 jours. Et dans 3 semaines, on parlera de la psychologie de la vente. Là, c'est pareil, tu vois, Martin, on va un petit peu parler de négociation aussi là-dedans. Hein. Donc, je vous ai mis une super photo du marché de Noël de je ne sais où. Et puis voilà. Hein, donc, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers ces magnifiques visuels que vous retrouvez sur le site secondsouffle.org. Voilà, chers amis, on est tout bon? Il y avait encore autre chose à dire? Je ne sais plus. Ah bah si, joyeuse Pâques quand même. Vous voyez, c'est même le printemps, j'ai mis une chemise à petites fleurs. Voilà. Bon, mangez plein de bons chocolats achetés chez votre artisan pâtissier. Très bien, Martin, merci. On ne dira pas à tout le monde où se trouve la tige de toutes les fleurs. Et voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et puis je vous dis donc soit à jeudi et ou à vendredi la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, merci beaucoup.